aujourd'hui, vous avez une équipe pluridisciplinaire qui vient vous présenter le second webinaire. Donc, vous avez en ligne Christelle Audet, qui est économiste de formation et qui s'est jointe au groupe AGECO en 2020, où elle dirige et réalise diverses études pour développer les connaissances et l'adoption de pratiques contribuant à la vitalité de la nature, de la société et de l'économie québécoise et canadienne. Vous avez également dans la salle, et que vous verrez tout à l'heure, Laurent Da Silva, qui a créé sa compagnie, qui s'appelle Nada Conseil, qui est détenteur d'une formation en économie et en environnement, et qui, au cours des dernières années, a développé une expertise concentrée à comprendre les implications économiques des changements climatiques sur les différents acteurs de la société, aussi bien les citoyens, les municipalités, les gouvernements et les entreprises, et sur l'environnement, mais surtout à faire la démonstration de la rentabilité de la lutte au changement climatique afin de favoriser l'action. Troisième membre de l'équipe qui sera là avec nous aujourd'hui, c'est Daniel Tart, qui est également qui est biologiste polyvalent, qui en 2014 a cofondé T2 Environnement et qui au fil de sa carrière a réalisé des projets pour une clientèle diversifiée, dont Hydro-Québec, des ministères, des municipalités, des firmes d'ingénierie et des particuliers au Canada et à l'international, dans des gammes d'évaluation environnementale, de caractérisation des écosystèmes terrestres et humides, de plans de conservation, de restauration, de mise en valeur des milieux naturels et de la biodiversité. Et le dernier membre de l'équipe, c'est notre collègue Gabriel Androgenès, qui est chez Oranos, qui est titulaire d'une maîtrise en génie civil avec une spécialisation en hydrologie de l'Université de Sherbrooke, et qui travaille au sein du groupe Sciences du climat et services climatiques d'Ouranos depuis 2015 déjà. C'est bien un petit jeune. Donc, je passe la parole à l'équipe. Je crois que c'est toi, Christelle, qui à distance va démarrer. Et donc, aujourd'hui, ils vont nous présenter le projet Cascade. Donc, je te laisse la parole, Christelle. Merci beaucoup. Encore une fois, si vous avez des questions, on les garde pour la fin. Vous préférez les questions à la fin? Quelle est votre préférence avec... Oui, ok. Donc, oui, étant donné qu'on a quand même beaucoup de matériel à présenter, donc c'est possible de conserver là, vos questions pour la fin. Donc, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui pour cette présentation des résultats du projet Cascade. Donc, Cascade pour conséquences attendues survenant en contexte d'aggravation des déficits d'eau sévère. Donc, je suis ici avec l'équipe du projet là, pour vous présenter un survol en fait du travail qui a été fait, puis des résultats qui sont ressortis. Donc, je me lance dès maintenant. Donc, au Québec, comme vous l'avez vu aussi, j'imagine, dans la présentation précédente, on a ce mythe, en fait, que l'abondance, que l'eau est très abondante. Et en fait, ce mythe-là a été confronté à une réalité qui change, en fait, et qui change plus rapidement qu'on le souhaiterait, avec 2 épisodes quand même de sécheresse assez prononcés au Québec lors des étés de 2020 et 2021, qui ont donné lieu notamment à des conséquences importantes pour le secteur agricole. Donc, plusieurs épisodes de manque d'eau notés dans ces étés-là. Puis, suite en fait à ces épisodes-là, Ouranos en fait a lancé un appel à projet pour mieux documenter les conséquences des épisodes de manque d'eau au Québec. Donc, d'où est né le projet Cascade. Donc, l'objectif du projet est de réaliser, était de réaliser un portrait des conséquences des épisodes de manque d'eau sévère en s'appuyant sur une méthodologie là, qui est fondée sur des trames narratives, donc des événements en contexte de climat futur. Donc, parmi les sous-objectifs qu'on regardait avec l'équipe, on souhaitait identifier les principales conséquences passées et futures sur les écosystèmes, mais aussi sur les usages anthropiques. Donc, pour le volet usage, on était aussi en mesure d'évaluer la sévérité des conséquences futures, donc via la projection puis la caractérisation des conséquences. Ensuite, ce que mes collègues vont présenter, ça nous a également permis de modéliser en fait quelles régions hydrologiques sont les plus vulnérables pour le volet associé aux conséquences sur les usages anthropiques. Puis, en dernier lieu, le dernier objectif du projet était d'identifier les lacunes qui existent présentement en matière de compréhension des enjeux de disponibilité et aussi des conséquences là, pour à la fois les écosystèmes et les usages pour identifier les priorités de développement, de développement des connaissances pour le futur.
Donc, pour mener le projet, une équipe, comme le mentionnait Anne, multidisciplinaire, donc 5 organisations, NADA Conseil, T2 Environnement, Groupe AGECO, Ouranos, ainsi que le regroupement des organismes de bassin versant du Québec. Donc, une méthodologie qui s'est déroulée là, sur près de 2 ans, en fait, là, en 5 étapes. Donc, dans un premier temps, il y a une revue de la documentation qui a été réalisée, à la fois pour le volet sur les conséquences des épisodes de manque d'eau pour les écosystèmes, mais aussi pour le volet des conséquences des épisodes de manque d'eau sur les usages anthropiques. Et s'en est suivi, en fait, une consultation, donc qui a pris forme d'abord d'un questionnaire qui a été transmis aux 40 OBV et aux 12 comités ZIP, questionnaire qui portait sur les épisodes de manque d'eau les plus sévères. Puis, s'est ajouté à ça, en fait, au questionnaire, là, une dizaine d'entretiens avec différents intervenants et experts pour approfondir certaines connaissances sur des conséquences identifiées dans le passé. Puis, pour ces 2 volets-là, donc les 2 premières étapes touchaient à la fois les usages anthropiques et les écosystèmes. Ensuite, pour les étapes 3, 4 et 5, on a pu les réaliser en fait seulement pour le volet des usages anthropiques. Donc, d'abord, étape 3, il y a un développement en fait des trames narratives, donc différents scénarios climatiques et hydrologiques qui ont été réalisés pour identifier des années d'intérêt dans le passé et les projeter dans le futur. Il y a également une scénarisation au niveau socio-économique qui est venue se rattacher à cette scénarisation climatique, qui nous a ensuite permis de projeter des conséquences dans un épisode futur. Et ensuite de ça, la dernière étape était de caractériser en fait les principales conséquences afin d'évaluer lesquelles seraient les plus sévères sur le territoire. Donc, pour le territoire d'études, on se concentrait dans le présent projet sur le territoire québécois sous gestion intégrée de l'eau, donc vraiment là, les 40 organismes de bassin versant. Pour aujourd'hui, pour notre heure avec vous, on vous propose en fait de faire d'abord un petit survol des résultats qu'on a eu du questionnaire qui avait été transmis aux OBV parce que ça a vraiment été une pierre angulaire du projet. Ce questionnaire-là, ça nous a fourni énormément d'informations sur les 2 volets, à la fois écosystème et anthropique et les usages anthropiques. Puis, ensuite de ça, je vais passer la parole à mon collègue Daniel Tarte pour vous parler des principales conséquences qui ont été documentées des épisodes de manque d'eau sur les écosystèmes. Et ensuite, Laurent va vous parler des principales conséquences sur les usages anthropiques. On va terminer le tout avec les limites de l'étude et la conclusion. Donc, sans plus tarder, je me lance dans le survol des résultats du questionnaire qu'on avait transmis aux organismes de bassin versant. Donc, l'objectif d'abord de ce questionnaire-là, c'était de venir identifier les épisodes de manque d'eau de surface ou souterraine qui avaient été les plus sévères au Québec au cours des 25 dernières années. Donc, comment on s'y est pris? Avec l'appui du regroupement des organismes de bassin versant du Québec, on a pu transmettre aux 40 OBV et aux 12 comités ZIP le questionnaire. Puis, c'est 20 questionnaires, en fait. Donc, des 40 OBV et 12 comités ZIP, on a reçu 20 questionnaires, donc 19 OBV et 1 comité ZIP. Et dans chaque questionnaire, les répondants, généralement des responsables, directeurs des opérations dans les OBV, pouvaient documenter jusqu'à 10 épisodes qui avaient été répertoriés. Et ensuite, on demandait aux répondants, en fait, d'évaluer la sévérité des épisodes selon la sévérité des conséquences sur les écosystèmes et la sévérité des conséquences sur les usages. Donc, il y avait une échelle de 0 à 4, 0 étant aucune conséquence, 4 étant conséquence très sévère. Donc, évidemment, c'était subjectif ici et ça faisait appel à la connaissance, en fait, de terrain, mais pas nécessairement une connaissance scientifique dans les réponses. Donc, les répondants pouvaient documenter en détail jusqu'à 3 épisodes les plus sévères. Donc, après avoir priorisé ça, l'outil nous permettait d'identifier les 3 épisodes qui semblaient les plus sévères et ensuite, on demandait aux répondants de venir vraiment remplir un questionnaire beaucoup plus approfondi sur ces 3 épisodes les plus sévères. Ça nous a permis d'avoir un bassin, en fait, de 47 épisodes qui ont fait l'objet d'un approfondissement des conséquences. Donc, on appelle ici les épisodes documentés. Donc, ici, en fait, on voulait vous présenter quelques petits faits saillants du questionnaire. Donc, d'abord,
Pour ce qui est des années, en fait, des années qui ont été répertoriées pour les 47 épisodes, on voit ici qu'il y a vraiment une concentration des épisodes répertoriés en 2020 et 2021. Donc, c'est près de la moitié, en fait, des épisodes là, qui ont été documentés par les répondants qui ont eu lieu dans ces 2 années-là uniquement. Donc, on se rappellera aussi que c'était quand même des années qui étaient plus sévères aussi au niveau du contexte hydroclimatique. Ensuite de ça, au niveau des principales causes qui étaient identifiées pour ces épisodes de manque d'eau sévère, l'étiage sévère est arrivé, en fait, l'étiage sévère et le déficit pluviométrique sont arrivés en tête de liste, suivis du bas niveau de la nappe phréatique, la surconsommation d'eau et des périodes chaudes et sèches à la fois de courte durée et de plus longue durée. Ensuite, ici, on s'intéressait également à savoir si c'était des épisodes de manque d'eau qui avaient touché l'eau de surface, donc l'eau, par exemple, qui est un approvisionnement directement d'une rivière, versus l'eau souterraine. Donc, de nos 47 épisodes, on en a près d'1 sur 3 qui a touché à la fois l'eau de surface et de l'eau souterraine. Et pour ce qui est de seulement les épisodes, en fait, eau de surface, on parle de 18 épisodes et seulement eau souterraine, on parle de 14 épisodes documentés. Au niveau des conséquences que les répondants au sondage ont notées, conséquences sur les écosystèmes d'abord, c'est important de souligner que c'est seulement 12 des 47 épisodes pour lesquels des conséquences sur les écosystèmes ont été identifiées. Donc, ça montre à quel point ce volet-là, en fait, est très peu documenté pour l'instant au Québec au niveau des conséquences sur les écosystèmes vraiment très spécifiques à des territoires, sur des territoires précis. Donc, parmi les conséquences qui ont été soulevées, la circulation plus limitée des espèces aquatiques figure vraiment en tête de liste, suivi à peu près égal, là, avec toujours 5 à 4 épisodes. On a la pollution accentuée des cours d'eau, l'eutrophisation, présence de cyanobactéries, dégradation des milieux humides, etc. Donc, vous pouvez, en fait, vous pourrez consulter le rapport là, vraiment pour avoir accès à ces graphiques également. Pour ce qui est des conséquences sur les usages anthropiques, ici, on a en fait des conséquences qui ont été documentées pour 40 des 47 épisodes. Donc, on voit que le portrait est vraiment très différent du côté des conséquences sur les usages anthropiques. Et ici, en tête de liste, on parle des problèmes d'approvisionnement en eau potable, suivi des restrictions d'usage et enfin des conflits d'usage. En terminant, j'aimerais ça amener à votre attention qu'il y a certains épisodes de manque d'eau sévère qui deviennent de plus en plus récurrents. Donc, on a vraiment une série d'épisodes qui ont été documentés qui sont ponctuels, mais ceux que je vais vous présenter, ça fait partie des épisodes qui semblent en fait avoir une certaine récurrence, parfois même depuis 2015, 2016 et jusqu'à aujourd'hui. Donc, deux régions particulièrement touchées, la Montérégie et l'Estrie. D'abord, en Montérégie, ici, là, vous voyez là, avec les picots rouge et gris. Rouge vous dénote les épisodes récurrents en eau de surface et en gris, les épisodes récurrents en eau souterraine. Du côté des eaux de surface, on a la MRC de la vallée du Richelieu qui est touchée notamment en raison de l'étiage estival de la rivière Richelieu qui occasionne une difficulté d'approvisionnement pour plusieurs municipalités à chaque été. Donc, on parle de Chambly, Richelieu, Marieville, Carignan. Puis, les conséquences qui sont associées à cet épisode plus récurrent ici, on parle des restrictions d'usage, des risques d'avis d'ébullition, une diminution de la qualité de l'eau à la prise d'eau, puis une augmentation des coûts de filtration. Ensuite, du côté des eaux souterraines, on a plusieurs MRC qui sont touchés. Là, on parle ici des Mascoutins, les Jardins de Napierville, Vaudreuil-Soulanges. Donc, ici, vraiment en cause, on parle du faible niveau de la nappe phréatique pour l'approvisionnement en eau souterraine. Puis, ça engendre des difficultés d'approvisionnement pour les réseaux d'aqueducs des plus petites municipalités. Donc, on se rappellera ici qu'il y a quand même des municipalités qui s'approvisionnent, pour lesquelles, en fait, le réseau d'aqueducs s'approvisionne directement en eau souterraine. Et pour ces municipalités-là, ça peut engendrer là, des problèmes d'approvisionnement qui, eux, donnent lieu à des restrictions d'usage de l'eau à l'extérieur. Puis, on dénote aussi des résidents qui ont des puits privés qui se trouvent à manquer d'eau et qui ont besoin de recreuser.
En terminant, un autre cas ici qui est ressorti comme assez sévère, en fait, c'est dans la MRC de Brome-Missisquoi. Donc, vous avez ici la carte, en fait, de la région administrative de l'Estrie. Pour ce qui est des épisodes qu'on a documentés, c'est vraiment dans la MRC de Brome-Missisquoi qui se concentre. Et on en retrouve à la fois du côté des eaux de surface, en raison des étiages estivales de la rivière Yamaska, qui, elle, occasionne des difficultés d'approvisionnement à Bromont. Et on retrouve aussi des épisodes récurrents de manque d'eau sévère associés à l'eau souterraine en raison du faible niveau de la nappe phréatique. Et ici, vraiment, c'est un très grand nombre. On parle d'une douzaine de municipalités là, qui sont touchées là, chaque année, notamment du côté des puits privés. Donc, on voulait aussi apporter à votre attention ici, ça n'a pas été documenté dans les épisodes pour lesquels on a eu de l'information des OBV, mais dans la littérature, on constate qu'il y a un lien quand même avec les épisodes de sécheresse et de manque d'eau et une diminution de la qualité de l'eau des puits privés. Donc, ça va être un élément là, à approfondir davantage dans le futur parce que ça peut être associé en fait avec des maladies gastro-intestinales chez les résidents pour lesquels l'approvisionnement en eau se fait par puits privé. Et pour l'instant, il y a très peu d'informations là, sur les conséquences à court et plus moyen terme là, sur la santé. Donc, ça fait le tour, en fait, des quelques résultats qu'on voulait vous partager du côté du sondage. Je vais maintenant transmettre la parole à Daniel pour les conséquences sur les écosystèmes. Et bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Tarte. Je suis content d'être ici pour vous présenter le travail qu'on a effectué pour identifier les conséquences sur 6 principales composantes écosystémiques. Les composantes, on les a déterminées sur la base de l'expertise de l'équipe en place, le comité avec lequel on a travaillé, puis le revue de littérature. D'entrée de jeu, ce qui est important de se rendre compte, c'est qu'il n'y a pas ou très peu d'études qui qualifient les conséquences des épisodes d'étiage sur les écosystèmes, et il n'y en a aucune qui les qualifie, il n'y en a presque pas, puis il n'y en a aucune qui les quantifie, selon notre revue de littérature. Donc, les conséquences, comme je vous disais, il y a 6 principales conséquences et je vous les présente dans l'ordre qu'on a jugé d'importance. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a un fil conducteur dans tout ça. Tout ça est interrelié comme un écosystème. En premier, c'est la réduction de la qualité de l'eau et la modification de l'habitat du poisson. En termes de qualité de l'eau, si on a moins d'eau dans un cours d'eau, on va naturellement avoir moins d'oxygène dissous. On peut avoir des variations de pH. Je vais vous en reparler tantôt à la fin du pH. Des cours d'eau, l'augmentation des températures, tout ça conduit à des phénomènes d'eutrophisation. Tout ça a comme conséquence d'altérer la qualité des habitats pour les organismes aquatiques. Tout au long de la présentation, je vais vous parler surtout des poissons, mais il faut l'extrapoler à l'ensemble des espèces aquatiques qui vivent dans nos cours d'eau. Concernant le poisson, je vous donne tantôt, je vais avoir des croquis qui vont vous montrer ce qui se passe pour le brochet qui, lui, se ferait dans des plaines d'inondation. Alors, si on a une période d'étiage, il n'y a pas accès sévère, il n'y a pas accès à son site de reproduction. Ensuite de ça, ça peut limiter ou empêcher, si jamais il réussit à se reproduire au site d'alvinage. Donc, on parle d'élevage des poissons. Par la suite, il y a des déplacements. Tantôt, Christelle le mentionnait là, pour les conséquences écologiques selon les sondages. Déplacement d'un écosystème à l'autre, c'est ce qui ressort en premier. Donc, une même espèce a besoin d'aller à différents endroits pour subvenir à l'ensemble de ses besoins. Ça nuit à ce niveau-là. Et finalement, je ne me souviens plus si je l'ai nommé de l'alimentation. Les autres conséquences, il y a la dégradation des milieux humides. Rapidement, ce qui peut se passer, si une plaine d'inondation, elle est sévèrement, il y a une restriction d'eau année après année, on peut avoir une migration d'un type de milieu humide vers un autre. Ça peut aller au fil du temps, donc d'un marais vers un marécage arborescent. Donc oui, ça demeure un milieu humide, mais la saturation d'eau est moindre, ou éventuellement aller vers des carréments d'un marécage arborescent vers des milieux terrestres. C'est un des impacts. Également, ce qu'on va observer, c'est une réduction en termes de la biodiversité dans ces écosystèmes-là. La prolifération d'espèces floristiques exotiques envahissantes, ça ne pas négligé.
Une espèce malheureusement championne au Québec, c'est le roseau commun, le phragmite. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la grande herbacée que l'on voit de Montréal à Québec, l'autoroute, ou du lac Saint-Pierre sur la rive nord. Ça a un impact important à la fois pour les espèces en place, ça pompe l'eau des petits cours d'eau et ça élimine plusieurs des espèces présentes parce que c'est une compétitrice féroce. Ça amène à mon autre point qui est la baisse de la biodiversité et de la végétation indigène. Comme je vous disais tantôt, dans les milieux humides, si on a les milieux humides, la végétation, on peut la classer selon des espèces facultatives et obligées. Une quenouille est obligée de milieu humide. Si elle manque d'eau, elle n'est pas là. Il y en a d'autres qui sont plus opportunistes, qui ont une plus grande capacité d'adaptation. Et finalement, tout ça conduit au débalancement de la chaîne trophique, du début à la fin. Donc, autant pour le zooplancton que les invertébrés, que les poissons qui se nourrissent des invertébrés et les espèces qui sont les prédateurs de premier niveau, comme le brochet. Ici, on a, vous voyez, là, c'est une crue normale, tout va bien. Alors, on est au mois de mai, début juin. Ce sont l'exemple du brochet, une espèce d'eau fraîche qui lui va frayer dans les plaines inondables. Alors, vous voyez du côté gauche, principalement, là, on a un dénivelé très, très doux. Alors, l'eau est accessible, il peut aller là se reproduire. En termes de végétation, ce qu'on voit complètement à gauche, on a quelques exemples du fameux roseau commun, phragmite, et il est limité. Il est limité pourquoi? Parce que lui, il est très agressif, mais s'il y a trop d'eau, il ne peut pas se développer. Alors, on a quand même un beau cortège d'espèces indigènes, qui a notamment les quenouilles, des espèces émergées, submergées. L'autre cas de scénario, comme vous allez voir, c'est beaucoup moins intéressant pour nos écosystèmes. Si on prend encore pour le poisson n'a plus accès à ces sites de frais. Donc, disons 2024, qui pourrait être sec, mais ça pourrait être un cas très, très probable là, pour certaines rivières où ils ne pourront pas se reproduire. Si ça se répète d'année en année, bien là, c'est une baisse de population qu'on va observer pour une rivière, pour une espèce de nid. Ce qu'on voit encore une fois de gauche à droite, au niveau du phragmite, bien là, on se rend compte qu'il a pris beaucoup d'espace. Donc, élimination des espèces indigènes, une baisse au niveau de la végétation. Je peux faire une petite parenthèse tantôt, j'ai oublié rapidement de vous parler, quand je parlais des impacts sur les milieux humides, c'est important de revenir sur ce point-là, des biens et services écosystémiques. C'est que ces impacts-là vont réduire, vous savez, il y a, selon comment on classe ça, 6 grands biens et services écosystémiques, ben c'est moins bon pour la captation du CO2, c'est moins bon pour la rétention des sols, la capacité également d'éponge que les cours d'eau, que les milieux humides ont pour les cours d'eau. Donc, ce sont des conséquences que tantôt j'avais oublié de vous nommer. Maintenant, je sais que c'est un survol rapide, comme Christelle disait, si ça vous intéresse, vous pouvez aller consulter le rapport qui détaille vraiment bien chacune des conséquences. On a identifié 7 types de connaissances à développer. On n'aura pas le temps de parler longuement de chacune de celles-là, mais par contre, il y en a une pour laquelle qui est la plus importante et qui est probablement une bombe à retardement, c'est le pH de l'eau. Certains d'entre vous ont entendu parler des pluies acides. Il y a quelques décennies au Québec, il y avait comme une menace, une acidification, les pluies étaient acides et il y avait une détérioration des érablières. Ce qui a été bien, c'est que les gens ont mis les mesures en place pour amener le pH de l'eau de pluie à un degré acceptable, de sorte qu'il n'y a plus ou il y a presque plus de dégradation des érablières. Avec le pH de l'eau dans nos cours d'eau, c'est un peu ça qui risque d'arriver. On a consulté, il y a quelqu'un, Patrice, sur le comité, et d'autres experts qui nous ont dit également que s'il y avait une modélisation à faire, c'est celle-là. C'est ça qu'il faut comprendre en premier. Concrètement, tout ce qui est au nord du fleuve, le bouclier canadien, étant donné la physico-chimie de la roche, l'eau a très peu de carbonate de calcium. Ça veut dire qu'elle a un pouvoir tampon très limité. Donc, on est en période d'étiage, bouclier canadien, moins d'eau, et le système n'est pas équipé pour équilibrer son pH, donc on a une eau qui est acide. Et ça ne prend pas un grand changement au niveau de l'acidité pour changer complètement, pour nuire de manière sensible les espèces aquatiques qui y vivent.
Alors ça va être vraiment important de se concentrer pour s'y préparer. Les autres éléments, plan d'eau, donc les lacs versus cours d'eau, comment est-ce que ça va s'exprimer, ces périodes d'étiage-là? Ça, c'est vraiment important à comprendre. On connaît un peu plus qu'est-ce qui se passe en plan d'eau, mais moins en cours d'eau. La régionalisation, tantôt, Christelle parlait de la Montérégie. Bien, ça va être important de comprendre sur un milieu plutôt plat versus sans trop de dénivelé versus un milieu plus montagneux comme en Estrie ou qu'on a en Gaspésie ou encore une fois sur la rive nord. Comprendre qu'est-ce qui se passe en termes des conséquences pour le poisson sur une des grandes régions. Les impacts à long terme. Disons on sait, 2020-2021, ça a frappé fort. 2024, on ne sait pas. Mais à mesure que ces épisodes-là vont se répéter, ça va avoir des conséquences sur nos écosystèmes et sur nos espèces, et ça va être important d'essayer de comprendre de quelle façon ça va agir, encore une fois, pour s'y préparer. Les algues toxiques, oui, à première vue, ça a été bien couvert, mais ça a été davantage couvert pour les plans d'eau et moins pour les cours d'eau. Disons qu'on a un plan d'eau, un lac qui a un bloom d'algues, ben, de toute évidence, il y a un émissaire. Et alors là, les algues se déplacent inévitablement dans les cours d'eau et aussi des cours d'eau qui sont aux eaux plus calmes. Alors, quel va être cet effet-là dans ces milieux-là? C'est à documenter. Rapidement aussi, les espèces exotiques envahissantes, floristiques et fauniques. Il va être important de comprendre. Moins d'eau, ça va bénéficier à certaines espèces, mais de quelle façon et quel va être l'impact de ces espèces-là sur l'écosystème. Puis la dernière, qui est peut-être un peu moins utile, c'est les phénomènes d'érosion. C'est bien connu l'impact de l'érosion des rives sur nos propriétés, mais beaucoup moins sur les écosystèmes. Le relâchement de matière en suspension, si année après année, on a une récurrence moindre d'eau, la cohésion des sols en place va être moindre, peut être altérée. Donc, on a un décrochage, un impact nourri. Ça impacte également la qualité de l'eau. Donc, c'est un bref tour d'horizon sur ce qu'on a, sur nos constatations concernant les écosystèmes et les connaissances à développer pour ces systèmes-là. Maintenant, je te laisse la parole. Merci. Donc, moi, je vais continuer, en fait, pour introduire un peu la partie sur les conséquences sur les usages anthropiques. En fait, rapidement, dans le projet, on s'est rendu compte que l'approche classique pour faire des scénarios climatiques fonctionnerait un peu moins bien dans cette étude-ci parce qu'en fait, là, on s'accrochait vraiment aux conséquences lors d'épisodes sévères d'étiage. Puis, tu sais, si on regarde, dans le fond, c'est une figure ici qui provient de l'Atlas climatique, débit minimal en été, le changement pour la rivière Yamaska, Saint-Hyacinthe. Si on va voir un agriculteur ou une MRC, c'est difficile de raccrocher ça à un événement qui a eu des conséquences. Donc, on a décidé, en fait, d'explorer une nouvelle méthodologie qui s'appelle des trames narratives. En anglais, en fait, dans la littérature, ils utilisent le mot storylines, qui est de dire que oui, on fait des projections, des scénarios climatiques, mais on les raccroche à des événements en particulier et on tente d'extrapoler ces événements-là vers un climat futur. Donc, on tourne un peu la question, puis on se dit, ben, en 2021, on sait qu'il y a eu un événement qui a eu des conséquences, par exemple, en Montérégie. Quelles seraient les conséquences supplémentaires si jamais un événement similaire survenait, non pas en 2021, mais en 2065, dans un climat qui est plus chaud? Donc, la première étape, naturellement, c'est de trouver ces années-là qu'on se dit d'intérêt pour l'étude. Donc, Christelle a présenté les sondages tout à l'heure. Il y avait une grosse mine d'informations là-dedans. Donc, on s'est dit qu'idéalement, on voulait quand même des événements qui étaient identifiés dans les sondages. Mais on voulait aussi les rattacher à des données. Donc, on a regardé la réanalyse ERA5 Land pour température, évapotranspiration, précipitation, et qu'on a couplé aussi en termes d'hydrologie avec le portrait qui est produit par le ministère de l'Environnement. Et qui donne l'information donc, sur les débits historiques en rivière au Québec. Et on a ajouté un peu des critères subjectifs là, de dire qu'on voulait des zones cohérentes qui couvraient des larges domaines spatiaux qui étaient assez récents parce que plus on va loin, plus c'est difficile de retrouver les conséquences. Et on voulait naturellement le plus intense possible. Et certains critères plus objectifs, où en fait, en termes climatiques, j'ai calculé un indicateur qui s'appelle le SPEI pour Standardized Precipitation Evapotranspiration Index,
qui est un indicateur normalisé, en fait, qui met en lien un peu à quel point est-ce que la précipitation et l'évapotranspiration, pour un moment donné, est anormalement humide ou sec, pour tenter donc de trouver des années où on avait des situations de sécheresse extrême et venir valider ça un peu en termes hydrologiques, donc avec le portrait pour venir confirmer en fait que, bon, en effet, il manque d'eau dans les différentes parties dans les différentes rivières, donc selon certains indicateurs. En fait, je réalise que c'est pas la version la plus à jour, mais c'est pas grave. On va y aller avec ça. Donc, dans le fond, il y a 3 grandes étapes ensuite, une fois qu'on a... Ou en fait, si je reviens, ce que ça a donné, en fait, c'est que on a identifié 4 épisodes. Le premier, 2021, dans le sud du Québec, et de loin, celui qui avait le plus d'informations. Un peu plus au nord, 2010 avait frappé quand même fort, donc on a décidé de choisir celui-là. Pour l'Est du Québec, 2017-2018 étaient des années qui ressortaient quand même assez souvent. Et ça, c'est peut-être un problème de la méthodologie, mais en fait, pour la rive nord, ou pour la côte nord plutôt, ça a été vraiment difficile de trouver un événement qui a frappé la côte nord de manière générale. Le plus proche était peut-être 1995, mais là, on est vraiment loin dans le passé. Donc, c'est difficile de trouver des conséquences pour cet épisode-là. Donc, une fois qu'on a dans le fond, une fois qu'on a identifié les années, il faut construire les trames narratives. Donc, ce qui a été fait, premièrement, c'est de caractériser l'événement historique, de dire un peu la progression dans l'année, calculer des indicateurs qu'on jugeait potentiellement d'intérêt pour toute l'analyse qui a été produite par Laurent. Donc, vous pouvez voir un peu le genre d'indicateurs qu'on calculait en bas avec un peu, est-ce que c'est utile pour la consommation en eau, pour les impacts sur l'agriculture, ce genre de choses-là. Et ensuite, on retrouve dans un large ensemble de simulations climatiques des événements qui ressemblent, par exemple, à 2021. Donc, dans ce cas-ci, pour nos simulations climatiques, en fait, on a pris le grand ensemble Climex, qui est un grand ensemble de 50 simulations produites à Uranus. Et le gros avantage, en fait, c'est qu'on avait autant des données climatiques, mais aussi des données de débit, puisque ça a été utilisé pour l'Atlas d'eau climatique 2022. Et donc, l'idée était de trouver des événements similaires dans Climex, autant en période historique qu'en période future, où le futur, ici, on l'a identifié comme plus 2, plus 3 degrés Celsius par rapport à la période préindustrielle. Et pour les besoins, en fait, de l'analyse socio-économique, on a rattaché ça à peu près à 2045-2065. C'est plus illustré là, de dire, donc, on a nos indicateurs hydrologiques réels dans la période historique. En dessous, on a les indicateurs simulés, mais donc, vous pouvez voir dans la période historique, qui était la figure au milieu, on est quand même assez proche là, de ce qui s'est passé réellement. Puis, naturellement, dans le futur, c'est pire. Puis, on applique un peu cette différence-là sur nos indicateurs historiques pour tenter de les projeter, par exemple, ici, 2021 vers le futur. Donc, une fois qu'on a ça, c'est ça. L'idée était de produire toute la liste d'indicateurs pour l'équipe de Laurent, pour le reste de leur analyse socio-économique. Et donc, on avait, autant en termes climatologiques, c'est quoi le statu quo un peu qu'on a d'habitude par rapport à notre année d'intérêt ici 2021, par rapport à plus 2, plus 3, où on voyait vraiment, pour à peu près toute la liste d'indicateurs, une aggravation vraiment intense là, des conditions lors de ces étiages-là rares et sévères. Donc, pour la suite, des changements. c'est ça, peut-être que c'est mieux si tu continues de partager, juste au cas où. Tu as fait plein écran, Gabriel? C'est Christelle qui doit être. Christelle, tu peux mettre en plein écran? Ah ben, C'est la option d'affichage. non, ça, c'est pas le bon. Ça sera pas trop long. En attendant, je vais quand même vous parler de ce qu'on a fait parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Oui, c'est donc, on nous a demandé un défi assez fou, en fait, de se positionner dans 2 événements ou 3 événements où le Québec a vraiment chaud et a très soif. De projeter les conséquences dans ces événements-là et de dire, ça va ressembler à quoi ce Québec-là? Quels sont les usages impactés? Quels sont éventuellement les usages qu'on ne pourra pas réaliser potentiellement? Quels sont les conflits d'usage qui vont émerger? Quel genre de conséquences en cascade? Donc, oui, il y a les usages, mais en fait, il y a toutes les conséquences en cascade. Si on n'est pas capable d'ouvrir une usine,
éventuellement sur une longue période, l'usine peut avoir des difficultés financières, fermer, il y a des pertes d'emploi, il y a une activité économique qui est impactée. C'était ça le défi. Est-ce qu'on a réussi à faire tout ça? Non. Donc, on a fait une analyse, une projection éventuellement qui est, je vais dire, grossière, peut-être grotesque, ça m'est à vous de le juger, mais c'est notre meilleure tentative, c'est notre meilleure réponse dans les contraintes là, du projet, puis surtout des données, c'est ça qu'on va se rendre compte. Christelle, tu peux avancer. Donc, c'est un schéma vraiment simplifié de ce qu'on appelle la fameuse cascade. Donc, Gabriel a mentionné la scénarisation climatologique et hydrologique. Essentiellement, c'est vraiment de prendre des événements passés, les amener en plus 2 ou plus 3 degrés dans une année donnée, puis regarder l'événement ressemble à quoi en termes de débit en rivière, en termes d'impact sur la recharge, en termes de durée de la saison, d'étiage, etc. Donc, ça fait partie du scénario, mais il y a le volet aussi socio-économique. Donc, Marie-Belle a mentionné tantôt que quand il fait chaud, ben, les gens consomment plus. Donc, on intègre ces éléments-là, mais on a aussi plus de population. On a des besoins au niveau agricole qui sont changés parce qu'on a peut-être une carte, on va dire, agricole qui a évolué depuis aujourd'hui jusqu'en 2045 ou 2065. Tout ça nous amène à une offre et une demande qui sont complètement bouleversées et donc des conséquences qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ce qu'on a connu dans le fond dans les événements passés. Donc, c'était ça l'ampleur du défi auquel on faisait face sur l'ensemble du territoire québécois sous gestion intégrée. Donc, deuxième étape, comme je le mentionnais, la scénarisation socio-économique. Puis ce que vous voyez, c'est un exemple sur la chaîne de propagation, on va dire, sur une conséquence. Donc, on parle, par exemple, ici de la diminution des rendements agricoles, mais on veut comprendre c'est quoi les débits mensuels, par exemple, en rivière, c'est quoi la diminution des précipitations, parce que ça a un impact, évidemment, sur le besoin en eau pour les cultures. Au niveau de la scénarisation socio-économique, je l'ai mentionné. La troisième étape, c'était évaluer justement au croisement de l'offre et la demande, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en déficit en eau? Est-ce qu'on a des problématiques d'approvisionnement? C'est quoi la sévérité du contexte hydroclimatique? On a utilisé une approche par niveau d'alerte pour un petit peu nous simplifier la vie. Je ne vais pas aller en détail, mais on pourrait revenir là, plus loin sur cette approche-là, mais en gros, on voulait voir est-ce qu'on est dans une situation moyennement critique ou très, très, très critique au niveau hydroclimatique. Puis ça peut driver en fait un certain nombre de conséquences. Projection des conséquences sur les usages, ben, c'est comme le premier domino qui tombe, on va dire. Donc, les usages en termes d'approvisionnement, en termes agricoles, en termes ICI, on est allé voir si le contexte hydroclimatique va avoir une conséquence, oui ou non, sur ces usages-là. On n'est pas en mode quantitatif, on est plus en mode, oui, il y a un potentiel de conséquence ou non. Et puis finalement, 5, notre ambition, comme je le mentionnais, c'est se rendre loin dans la cascade de conséquences. On a utilisé une approche un peu différente. On est allé voir sur la base des conséquences sur les usages, est-ce qu'on peut anticiper des usages en cascade, par exemple, si on a un impact qui est sur la durée, où on anticipe qu'il y a une persistance dans l'impact, puis éventuellement pour avoir un impact social ou environnemental ou économique sur un territoire donné. Donc, si tu cliques. Ouais, donc en haut, c'était juste une simplification pour une des conséquences qu'on a modélisées. Il y en a eu 29, d'ailleurs. Et donc, pour les rendements agricoles, il fallait reconstruire cette chaîne-là, qui est une reconstruction simplifiée de comment les mécanismes se déroulent en réalité, mais c'était notre approche qu'on a proposée. Dans certains cas, on bypassait certains éléments, par exemple la production hydroélectrique pour des centrales sans réservoir, évidemment. Ben, on était plus en mode, c'est quoi les débits en été, puis c'est le potentiel qui peut être turbiné finalement. C'est une simplification, évidemment, mais ça nous permettait d'avoir une évaluation en pourcentage de la diminution du potentiel de production hydroélectrique pour des centrales sans réservoir. Donc, fait saillant, voilà ce que ça donne. En fait, comme je le mentionnais, on est dans 2 scénarios. Donc, il y en a un qui se passe en 2045, qui est la figure du haut. Donc, dans un monde à plus 2 degrés, la figure du bas, on est à plus 3 degrés. Essentiellement, ce qu'on voit, c'est pas vraiment surprenant. En fait, encore une fois, on a 29 conséquences qu'on a projetées sur le territoire. On a une augmentation du nombre de zones de gestion sous gestion intégrée de l'eau qui subissent des conséquences entre l'événement 2 et 3 degrés. Pas vraiment une grosse surprise, évidemment. Il y a certaines zones, c'est toujours les usual suspects, là, on ne se cachera pas, mais qui sont vraiment plus impactés que les autres. Donc, le sud du Québec, évidemment, la Montérégie, mais on voit aussi au nord de Saint-Laurent quand même certaines régions qui sont impactées lourdement. Dans certains cas, 20 des 29 conséquences sont activées, si on veut, dans notre projection, dans les scénarios 2 ou 3 degrés.
Dans nos deux scénarios, l'Est du Québec est relativement épargné, puis ça, c'est peut-être une limite, en fait, de notre approche. Ou le scénario, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent qu'on utilisait, en fait, les deux scénarios, les deux événements dans le Bas-Saint-Laurent n'étaient pas hyper sévères en termes d'hydroclimatique. Puis encore une fois, on pourrait revenir tantôt si vous avez des questions par rapport à ça. Oui, donc ça, c'est un exemple. En fait, jusqu'à qu'on zoome, par exemple, sur une zone de gestion, là, ici, on est sur l'OBV de la capitale. Dans le scénario plus 2 degrés, on a une croissance de population anticipée de 11 %, une croissance des prélèvements de 21 %. On est en niveau d'alerte 1 dans l'événement 2045. Donc, on n'est pas dans un contexte ultra sévère, mais on a quand même des conséquences de nature plutôt légères. Donc, les gens ne peuvent pas arroser leur pelouse, malheureusement, pour toi, Hélène. Dans certains cas, il peut y avoir des risques d'avis d'ébullition. On a une augmentation, légère augmentation des coûts de traitement des eaux. On sait que la qualité de l'eau brute, par exemple, peut être impactée à l'usine. Donc, on a des coûts qui sont supplémentaires. On doit utiliser plus d'intrants, par exemple, pour traiter l'eau, pour la filtrer plutôt. Des augmentations de coûts au niveau de l'irrigation pour les usages agricoles. Puis, un début de tension potentielle chez les usagers de l'eau, mais rien de trop méchant. Là. Donc, si on passe à la prochaine. Là, l'OBV de la capitale en 2065, malheureusement, se ramasse en niveau d'alerte 3, donc c'est-à-dire le contexte hydroclimatique est vraiment plus sévère, mais on est aussi dans un contexte de consommation qui est maintenant rendu à 24 % plus élevé. D'ailleurs, il fait plus chaud dans cet événement-là, donc la consommation est augmentée. Là, les conséquences attendues, on en a 20 sur les 29 projetés qui s'appliquent à l'OBV de la capitale dans ce scénario-là. Donc, on est dans des conséquences qui sont vraiment plus importante. Donc, on a une diminution de la capacité de production en eau potable au niveau municipal. On a une forte augmentation des coûts d'infrastructure. Même en urgence, il faut aller peut-être puiser dans une source d'eau alternative parce qu'on ne peut plus puiser dans notre source d'eau pour répondre à l'ensemble des besoins, par exemple. Dans certains cas, les agriculteurs doivent faire venir de l'eau par camion-citerne. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que toutes ces conséquences-là, puis les corrélations qu'on a pu faire pour se projeter, viennent des sondages, en fait. Fait que ce qu'on venait associer, je fais la parenthèse là-dessus, là, c'est on a regardé, dans le fond, les événements historiques, puis ces 29 conséquences-là, on a pu les associer à des niveaux d'alerte, puis à des contextes, on dit, socio-économiques particuliers, puis c'est ça qui nous a permis de nous projeter dans le climat futur. J'aurais peut-être dû le dire au début. Donc, on peut avancer. Donc, la dernière étape, c'était de caractériser les conséquences. Donc, on en a 29, on sait à peu près, ils vont se produire où sur le Québec dans nos deux scénarios. La question qu'on nous avait demandé, c'était quoi les 5 à 10 conséquences les plus importantes pour le Québec en climat futur, en contexte de déficit en eau? Encore une fois, c'est pas évident à répondre. Donc, on a essayé de réfléchir à ça. Comment est-ce qu'on va évaluer la gravité d'une conséquence? C'est une approche simple. Plus, je veux dire, par une approche multicritère, on a comme séparé ça en 2 grandes catégories de paramètres. Donc, c'est quoi le contexte socio-économique dans lequel la conséquence va se matérialiser? C'est quoi la sévérité de la conséquence? Puis, à ces 2 grandes familles d'indicateurs-là, il y a des sous-indicateurs. Par exemple, le pourcentage de la population qui est infectée ou l'indice de vitalité, dans le fond, dans lequel la conséquence va se matérialiser. On utilisait, par exemple, l'indice de vitalité socio-économique qui est produit par l'ISQ, si je me souviens bien. Et la sévérité de la conséquence, elle peut être liée à la persistance ou au niveau de priorité de l'usage. Comme si on est sur un usage esthétique, c'est la même chose que si on veut approvisionner un hôpital ou une école, par exemple. Donc, ces éléments-là ont été considérés. L'ensemble des critères nous ont permis de coter, si on veut, les 29 conséquences selon nos projections dans nos 2 scénarios. Donc, les résultats sont sur la prochaine slide. Il y en a 7, en fait, qu'on a ressortis. Je vais en parler juste de 2-3 parce que je vais quand même laisser du temps pour les questions, mais une conséquence qui apparaît comme importante, même si ça ne s'est pas nécessairement produit encore aujourd'hui, du moins en lien avec un déficit en eau lié à un contexte hydroclimatique, c'est l'incapacité à répondre aux besoins prioritaires et essentiels. Donc, on parle justement je mentionnais les écoles, les hôpitaux. On n'a pas suffisamment d'eau pour les approvisionner et donc, il y a des impacts sociaux importants et éventuellement un impact sur la cohésion sociale potentielle dans ces régions-là. On ne connaît pas avec certitude si ça va se produire dans les événements qu'on a projetés, mais on sait que la probabilité que ça se produise est plus élevée. Donc, ça a coté fort parce que les conséquences peuvent être vraiment importantes sur la santé des populations.
Donc, ça, c'est une des conséquences qui est ressortie comme prioritaire d'une certaine manière. Un autre, par exemple, c'est l'arrêt des développements. On commence déjà à voir apparaître sur le territoire québécois, par exemple à Sutton ou à Saint-Lin, des remises en question de la capacité de support des milieux en lien avec l'approvisionnement en eau. Ces éléments-là vont ressortir dans d'autres territoires au Québec, dans nos scénarios. Puis donc, ça, c'est une des conséquences aussi qui était importante dans l'étude. Si on avance. Au niveau agricole, là aussi, en fait, il y avait plusieurs conséquences qui étaient considérées comme très importantes. Augmentation des coûts liés à l'irrigation. En fait, c'est surtout dans la mise en place d'infrastructures d'irrigation. On voit apparaître au Québec de plus en plus d'agriculteurs qui se dotent de systèmes d'irrigation avec les coûts que ça engendre pour faire face, dans le fond, au déficit hydrique de leur culture, mais aussi des baisses de rendement. Si on regarde les réclamations à la financière agricole, les saisons 2020-2021, on voit une augmentation marquée. Autant dans les manques d'eau qu'on a vu l'année passée dans les excès d'eau aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Puis la tension aussi entre les usagers de l'eau dans les bassins avec réservoirs. On a spécifié avec réservoir parce que, bon, des fois, c'est dur de blâmer Mère Nature. Mais quand il y a un gestionnaire de barrage, ben, ça peut augmenter la tension parce qu'il y a souvent une perception fausse de dire que ben, il y a un usage versus un autre qui est priorisé, puis la tension est déjà palpable, même dans des situations où il n'y a pas de déficit en eau. Et donc, dans des scénarios comme ceux qu'on a projetés, ben, ces tensions-là peuvent être vraiment exacerbées. Voilà, connaissance à développer. Très rapidement, c'est ça. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est il y a plusieurs points, mais au niveau de la priorisation des usages de l'eau. Donc, au Québec, contrairement à d'autres juridictions, on n'a pas réalisé un exercice de priorisation des usages dans des événements de déficit en eau. Donc, on voit en Ontario, par exemple, le système d'alerte que je mentionne depuis tantôt, c'est inspiré de l'approche ontarienne, où à chaque niveau d'alerte, on a des restrictions potentielles d'usage sur certains usages. Et donc, il y a eu une grosse réflexion à savoir quel usage on va prioriser dans ces événements-là pour s'assurer de minimiser les impacts globaux sur une communauté ou sur une population. Donc, il y a des directives à l'échelle provinciale qui viennent après ça dicter un peu les lignes à l'échelle plus locale, où là, il y a des exercices de priorisation en fonction du contexte et des acteurs qui sont là au niveau de l'eau. Donc, cet exercice-là, ce n'est pas nécessairement une connaissance à développer, mais c'est des mécanismes de gestion lors des événements qui seraient vraiment importants de réfléchir ensemble. Un autre élément qui était les conséquences sur le climat social. On a vu dans d'autres juridictions une détérioration vraiment sévère de la cohésion sociale, des affrontements même armés. On n'a pas vu que ça au Québec, mais c'est quoi les ingrédients ou les éléments qui peuvent éventuellement nous mener à ça? On n'a pas pu répondre à ça dans l'étude. Donc, ça serait un élément intéressant à creuser. Je vais avancer. Les limites, il y en a plusieurs. Mais donc, la disponibilité des données, c'est sûr qu'on a eu une approche de poser un regard sur l'historique pour pouvoir se projeter. C'est normal, on fait toujours ça, mais c'est vrai que c'est un exercice pertinent d'aller collecter la donnée auprès des OBV, mais il y a quand même une limite à ça. Il y a certainement des biais, même dans certaines réponses. On a vu que 2020-2021, il y avait beaucoup d'événements qui venaient de ces années-là. Ce qui est normal, c'est des années difficiles et sévères, mais il y a aussi des événements antérieurs qui étaient très importants, qui n'ont pas été soulevés nécessairement dans les questionnaires. Et donc, il y a une mémoire organisationnelle aussi qui est déficiente potentiellement dans certaines OBV. Et donc, ça fait en sorte qu'on a peut-être certains trous dans les données, puis s'appuyer strictement sur ces données, ça peut être un peu dangereux. Les besoins en eau. Donc, il y a beaucoup de travaux, notamment à Maribel, mais aussi des travaux de RADO qui nous ont permis de se projeter dans le futur. Il y en a d'autres qui sont en cours avec Paul, mais je pense qu'il y a besoin de mieux les anticiper, de voir comment les comportements vont évoluer. On a utilisé, nous, surtout les projections dans RADO qu'on a tweaké un petit peu avec des ajustements au niveau de la température, mais il y a certainement d'autres travaux à faire là-dessus. Les connaissances sur les eaux souterraines, c'est encore difficile d'identifier les baisses de nappes parce qu'ils proviennent des changements climatiques ou vraiment d'une surutilisation de la ressource. C'est pas toujours clair. On n'a pas encore beaucoup de données, même s'il y a le réseau québécois sur les eaux souterraines. Les séries temporelles sont pas nécessairement tout le temps assez longues et assez riches pour pouvoir justement identifier ces effets-là contrastés.
On va m'arrêter là parce que sinon. Mais ouais, en fait, je pense que je vais m'arrêter là. Le reste, c'est comme juste un wrap-up, là, mais j'aimerais ça garder du temps pour des questions. Donc, je vais prendre une question dans la salle, j'espère qu'il y en a une. Et puis en attendant, j'invite les gens qui sont en ligne à lever la main ou s'ils souhaitent prendre la parole pour poser une question ou d'écrire leurs questions dans le chat. Est-ce qu'il y a une question, un commentaire dans la salle? Bon, je peux continuer. Moi, j'en ai peut-être une par rapport tu disais, oui, il y a peut-être un biais sur le fait qu'il y a une perte de mémoire organisationnelle au niveau des OBV. Tout ça. Est-ce que les OBV sont les seuls acteurs qu'il faudrait interroger pour bien connaître les conséquences d'un manque d'eau? Non. Non, mais on s'est fait challenger aussi là-dessus, c'est vrai. On n'est pas allé vers le milieu municipal. Nous, on trouvait que c'était comme intéressant comme tête de réseau d'aller sonder, puis d'un point de vue, on va dire, logistique, puis niveau d'effort, c'était comme stratégique, mais non, c'est sûr qu'il faudrait aller voir les municipalités, d'autres acteurs de l'eau, certainement, directement. Puis d'ailleurs, comme les usages sur les ICI, je n'ai pas mentionné, là, mais sur le commercial industriel, on n'avait aucune conséquence documentée dans le sondage. Donc, il y a clairement, puis c'est sûr qu'il y a des industriels qui sont impactés, mais on n'avait aucune information là-dessus. Sauf Rio Tinto, peut-être avec qui on a parlé, mais c'est tout. Et en fait, j'ajouterais aussi pour contexte que, tu sais, là, on voulait un premier portrait global à l'échelle du Québec de quels échelons peut-être sont les plus sensibles, quels sont les problèmes potentiels de manque d'eau. Mais, tu sais, on aurait pu faire un projet de maîtrise au complet sur une ville. Là. Tu sais, le niveau là était vraiment plus grossier, on le sait. Ça amène peut-être certaines limitations, mais c'était un premier grand pas pour peut-être aider aussi la programmation d'Uranus pour les 10 prochaines années. Je vais poser une question en ligne, Hélène. Après, merci, félicitations, une brillante présentation. Est-ce que vous n'avez pas apprécié les conséquences du manque d'eau, de la sécheresse extrême sur la survenue d'épisodes de feux de forêt? Les feux de forêt, là, ça se peut que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus au nord par rapport à la région que nous, on regardait. Mais c'est effectivement quelque chose qui pourrait être analysé un jour. C'est un bon point, honnêtement. Puis, tu sais, là aussi, c'était une critique aussi. On s'était vraiment ancré dans un événement, un été, tu sais, qui manque d'eau, etc. Puis, donc, on était plus juin, juillet ou septembre. Mais tu sais, on était moins sur l'année complète, puis même, tu sais, des fois, des effets, genre sur la saison suivante, par exemple. Mais on n'a pas fait on était plus sur un événement de manque d'eau, un aspect événementiel, pas quelque chose qui se construit, une sécheresse qui se Non, qui se construit, c'est ça, oui, effectivement. Hélène, pendant que je c'était un commentaire, suggestion à propos justement du manque d'informations. Sur une grande partie du territoire, c'est quand même des petites municipalités qui n'ont pas nécessairement les ressources pour colliger des données. Puis je pensais, une source alternative, c'est les hebdos locaux. Mais je me suis aussi fait la réflexion que ça aussi, c'est en voie de disparition. Mais pour des événements plus anciens, certainement, ou dans probablement la plupart à l'échelle de beaucoup de bassins versants, là, justement, les épisodes de conflits, de restrictions, puis c'est ce genre d'informations-là qui font la manchette aussi. Là, on a essayé un peu de faire une revue de presse là, pour essayer de croiser avec les sondages, mais est-ce qu'on capte les hebdos locaux? C'est ça, parce que les quotidiens des fois, vont s'intéresser à ce dans les qui se passe grands centres, mais ça ne s'intéresse pas à ailleurs. J'ai une autre question en ligne pour Laurent. Dans l'évolution des choix agricoles, avez-vous évalué différents types d'espèces qui seraient moins demandeuses d'eau? Ben, dans le fond, l'évolution de la carte agricole québécoise, ça vient des travaux de RADO. C'est ce qui nous a permis de construire ce volet-là, on va dire, du scénario. Je pense pas qu'ils ont changé complètement le type de culture comme des cultures plus résistantes. Là. Je pense que c'est plus comme tu cultives du cocon, ben c'est quoi ses besoins en eau, c'est ça le contexte hydroclimatique. Mais donc, j'ai tendance à dire non, mais peut-être que je vérifie. Moi, je pense pas. Julie, Oui,
Alors, Julie Grenier, vous avez la main levée. Vous pouvez vous démuter, poser votre question. Cochez ça. Oui, ben en fait, je me sentais interpellée étant donné qu'il y a une grande partie de l'Estrie qui est sur notre territoire. Je travaille pour un OBV, puis c'est vrai qu'on a de la difficulté à recenser ces épisodes-là. Puis pour avoir discuté avec quelques MRC, une des façons qu'on a trouvé qui est clairement biaisée, là, mais on regardait les demandes de creusage de nouveaux puits dans certains secteurs, puis on soustrayait, dans le fond, les nouvelles habitations pour voir si c'était le manque d'eau là, qui justifiait une demande pour le creusage d'un nouveau puits. Mais si jamais vous penchez sur l'idée d'avoir un répertoire ou une base de données par rapport à ça, nous, on serait on serait évidemment intéressés à mieux documenter la problématique dans l'optique là, de mettre à jour notre plan directeur de l'eau puis de pouvoir travailler sur les bons secteurs. Ben, c'est intéressant. Merci. Oui, merci beaucoup. Est-ce que d'autres questions en ligne? Non, je n'ai pas C'est une l'impression. question dans la Ah, il y a une question d'autre chose. Je me demandais, si j'ai bien compris, il n'y a pas comme de procédure officielle en cas de sécheresse sévère. Fait que c'est quelque chose de vraiment sévère qui se passe. Chaque municipalité va comme prendre ses propres décisions. Il n'y a pas comme une procédure d'urgence qui embarque. Non, il y a certaines directives, dans le fond, en cas de manque d'eau, ils vont, ça dépendamment de la cause. Je ne sais plus si vraiment, je suis ministre de la Sécurité publique donner des orientations sur la manière de gérer un événement comme tel. Mais ça ne vient pas dicter comment tu dois prioriser les usages sur un territoire. C'est comme ça, c'est pas en vigueur. Il n'y a pas eu cette réflexion-là, ni un cadre réglementaire conséquent. Moi, c'était plus une question. Donc, dans les 29 indicateurs, là, donc il y a des indicateurs sur la sévérité, disons, des projections plus écosystémiques ou de la biodiversité. On est vraiment sur les usages anthropiques, sur ce qui a été projeté. OK. Ouais. Donc, c'est plus. Donc, il n'y a pas eu de projection faite sur les impacts sur la biodiversité. On aurait aimé ça le faire, mais on n'a pas les données actuellement. D'où le besoin criant d'investir, qu'il y ait des décisions qui soient prises pour documenter davantage. Parce que ça va nous frapper fort en termes de prix de services systémiques. On a vraiment un œil anthropocentrique là-dessus. On ne voit pas ce qui. Tu sais, pour une image même claire, c'est sous l'eau, on ne le voit pas. On le voit quand on a moins d'eau pour arroser nos roses, nos potagers ou tout ça, mais des choses, des conflits comme Laurent dit, mais sinon, c'est à l'extérieur de c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais quand même, la loi sur l'eau identifie les besoins des écosystèmes comme des besoins importants, très importants à satisfaire. Donc, il ne faut pas oublier, mais En deuxième, je pense. ils sont deuxième après l'eau potable, l'approvisionnement en eau potable. Et après, la difficulté, c'est de quantifier ces besoins. C'est ça, en fait. C'est quoi les usages des écosystèmes, puis la demande. Mais C'est elle aussi est bien un- identifiée comme un besoin important par. C'est aussi un problème de données parce que pour faire le lien entre climat, hydrologie et écosystème, ben, ça prend beaucoup de données. Puis on l'a vu même dans les sondages que souvent, oui, il y avait beaucoup d'informations sur les usages anthropiques, les conséquences là-dessus parce qu'on le voit tout de suite. Mais s'il n'y a pas personne ou un biologiste qui est allé sur le terrain, qui a envoyé ça à quelqu'un, tu sais, l'information est juste perdue. Puis on ne sait pas trop quel a été l'impact. Fait que là, après, créer un modèle de transfert vers les conséquences, c'est vraiment difficile. En tout cas, je peux juste vous donner une parenthèse. Environnement Canada progresse vraiment beaucoup sur l'état du lac Saint-Pierre. Puis ils ont des mesures, les biologistes travaillent avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Avec le fait que le barrage est contrôlé à Moses Sanders, ils ont évalué les impacts sur le brochet, les niveaux d'eau, la quantité de population. Fait qu'il y a de l'information là qui peut être extrapolée dans les. Là aussi, ponctuellement, des fois, il y a des formations. Mais sur le lac Proche des Saint-Pierre, c'est universités, intense. c'est ça. Mais après, pour extrapoler, puis c'est à l'échelle du Québec, c'était ça la difficulté. Je m'excuse, mais on va prendre une dernière question. Myriam Ferlat du RQES, vous pouvez vous démuter puis et prendre la parole. Bonjour, c'est ça. Donc, moi, je suis la coordonnatrice du Réseau québécois sur les eaux souterraines. Donc, j'étais bien contente d'entendre parler, mentionner les PACES et puis le Réseau québécois. Et puis, je me demandais dans les limites là quand vous disiez que c'est difficile d'opérationnaliser les résultats des PACES,
qu'est-ce qui rend difficile finalement cette opérationnalisation des résultats selon vous? Euh, en fait, c'est une bonne question, ça. Ben, Je sais pas si. je sais qu'une des parties, c'est que le PACES va donner, c'est quoi la recharge annuelle pour une région Oui. donnée, mais là, nous, on s'intéressait à des événements spécifiques, fait que, tu sais, de dire quel est l'impact, mettons, d'un manque de neige en hiver 2021, est-ce que ça a un impact direct ensuite sur les nappes phréatiques? Probablement, mais là, tu sais, combien, tu sais, puis comment justement encore là, modéliser ça pour ensuite dire qu'une ville a de la misère à alimenter son aqueduc, là. Donc, c'est un peu ce lien-là où il y a beaucoup d'informations sur les rivières avec, tu sais, notamment le portrait et tout le travail qui est fait au ministère de l'Environnement depuis 5-10 ans. Tandis que dans les eaux souterraines centrales, c'est très localisé, très moyenné sur des années, plutôt que de l'information vraiment en temps réel. Je rajouterais, puis c'est pas dans le cadre de ce projet-ci, là, mais pour avoir des discussions avec des MRC, c'est peut-être de comment, genre, tu sais, utiliser cette information-là qui est quand même complexe là, à amener sur le terrain dans les outils de planification, schéma d'aménagement, les zones qu'on peut développer ou pas, en fonction de la capacité des milieux, mais j'ai pas eu des conversations hyper approfondies avec les MRC à ce niveau-là, mais je comprenais que ce travail-là d'interprétation des résultats du passage, puis éventuellement de les intégrer dans les outils de planification, n'a pas nécessairement été fait encore. Peut-être à certains endroits, là, mais ouais, fait qu'il y avait ce mécanisme-là pour moi qui était peut-être un défi. Là. Mais je ne sais pas, Myriam, est-ce que ça répond à la question? Est-ce que vous voulez ajouter des choses sur ce que fait? Je sais que le RQES est très, très actif sur le transfert de connaissances. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez dire par rapport à ça? Peut-être parce qu'en ce moment, on travaille à organiser un forum post-PACES, dans le fond, avec le ministère de l'Environnement puis tous les groupes d'acteurs de l'eau pour réfléchir à ce qui devrait être fait justement pour la suite des PACES en termes d'acquisition de connaissances, de transfert et d'accompagnement pour intégrer les eaux souterraines dans les outils de planification. Puis on est dans une démarche, dans le fond, d'entretien, de consultation. On va lancer un long questionnaire cette semaine à tous les acteurs de l'eau pour finalement identifier c'est quoi les besoins prioritaires qui devraient être travaillés à trouver des solutions finalement ou faire des propositions au ministère de l'Environnement pour répondre à ces besoins-là. Donc, s'il y avait un besoin à mettre de l'avant par rapport à vos travaux de cascade, ça serait quoi? Tu sais, il y a l'aspect changement climatique, là, on est à Uranus. L'Atlas hydroclimatique, encore là, pour les rivières, est une source d'information magique. OK. Il y a beaucoup d'informations là-dessus, tandis que sur les eaux souterraines, c'est encore très parcimonieux. Tu sais, il y a certaines. Les travaux de Marie Larocque. Il y a Marie Larocque qui a fait certains travaux, mais il y a encore beaucoup de connaissances à développer là, au niveau de l'impact des changements climatiques sur les eaux souterraines. Effectivement. Donc, si je comprends bien, avoir des informations sur comment, tu sais, selon si on a un hiver avec un bon couvert neigeux ou une fonte des neiges précoce, comment ça va impacter la disponibilité de l'eau l'été d'après ou l'été de l'année suivante, enfin, ce genre d'informations-là là, serait pertinent. Exact. Tout à fait. Je vous propose, si à un moment vous voulez en discuter avec l'équipe, vous pouvez aller voir, tout le monde peut aller voir le rapport Cascade est désormais en ligne sur le site d'Uranos, de même que la fiche synthèse. Et si jamais vous avez besoin qu'on vous mette en lien avec l'équipe, n'hésitez pas à m'écrire. Mon nom c'est Anne Bondelot, Myriam, et je pourrais vous mettre en relation. Eh bien, merci à tous.